Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dénommé Willy Lang est un homme qui jouit de l'estime générale. Il n'a pas de signe particulier. Il mesure bêtement 1,75 m, il est châtain, il a les yeux marrons et depuis 10 ans, il est monteur électricien dans l'administration. Comme tout bon fonctionnaire, il est consciencieux, zélé, et son comportement n'est jamais violent. D'une nature quelque peu renfermée, il n'a que très peu de rapport avec ses collègues de travail. Son directeur est extrêmement satisfait de ses services et en 1961, il est promu ouvrier de première classe. On ne connaît pas grand-chose de sa vie privée, sinon qu'il a été marié une première fois à une dénommée Olga, qu'ils ont eu 2 enfants et qu'ils ont divorcé en 1955. C'est Willy qui a demandé le divorce car sa femme le trompait et il a obtenu la garde de ses enfants. Il faut dire aussi que Willy n'a pas de casier judiciaire et qu'il n'a eu affaire avec la police que 2 fois dans sa vie. Une première fois pour avoir circulé à moto sans permis de conduire et une seconde fois pour avoir giflé une jeune fille, sa maîtresse depuis 2 ans, au cours d'une scène de rupture un peu mouvementée. Willy a payé 30 francs d'amende pour cette gifle. Le 31 juillet 1962, Willy et sa seconde femme, Frida, font leurs valises et comme des milliers d'individus à cette époque de l'année, ils partent en vacances. Willy et Frida, qui sont mariés depuis 7 ans, ont discuté de leurs vacances comme tous les couples du monde. Frida, qui a 43 ans, qui est coquette, aurait bien aimé se retrouver au bord de la Méditerranée pour y bronzer 30 jours durant, sans bouger, sans parler, sans se préoccuper du besoin d'activité que manifeste toujours son mari pendant les vacances. Mais Willy préférait la montagne. Et c'est lui qui a eu gain de cause. Le 1er août, ils arrivent tous deux à Loches-les-Bains et décident que leur première excursion sera pour le lendemain. À 9 h du soir, Willy se couche pour être en forme. Il ne sait pas encore, et sa femme non plus, que demain, il sera veuf. Tout en haut de la montagne, 2 silhouettes grimpent en direction du col de la Gémie. Sur le sentier étroit qui longe le précipice, Frida avance la première. Elle se trouve environ à une dizaine de mètres de son mari. Il fait extrêmement beau, l'air est pur, et le souffle des 2 grimpeurs est un peu précipité. Willy regarde le dos de sa femme, un dos large, puissant. Il regarde fixement ce dos avec une attention si soutenue que les yeux lui brûlent. Par moments, il semble que Frida ressente l'acuité de ce regard qui la vrille entre les 2 épaules. Elle se retourne, examine la distance qui la sépare de son mari et lui crie « Mais qu'est-ce que tu fais à traîner en arrière? Je croyais que c'était toi le fou de la montagne. » Willy arrête sa progression, s'assoit sur un rocher, et réplique tranquillement « Oh, t'occupe pas de moi, j'aime bien prendre mon temps. » Frida hausse les épaules et repart. Elle a toujours été plus forte, plus active que son mari. Willy a toujours l'impression que c'est elle qui décide de tout. Cette fois pourtant, il est heureux. Il les a eues, ses vacances à la montagne. Il jette un coup d'œil autour de lui, regarde la vallée à ses pieds, et se cale confortablement contre la paroi rocheuse pour profiter du spectacle. Autour de lui, le silence. Seuls de légers glissements de pierre accompagnent la progression de Frida. Willy ne bouge pas. Il rêve, les yeux dans le vague. Lorsque la voix de sa femme le fait sursauter. « Alors, tu viens ?»« Minute, je fume une cigarette. » Et pour se justifier, Willy fouille dans sa poche, en sort une cigarette et l'allume tranquillement. En tirant la première bouffée, il lève la tête et aperçoit Frida qui le regarde de loin, debout sur le sentier étroit, la main sur une légère barrière de bois fixée dans le roc à cet endroit où le passage est particulièrement difficile. Une image vient se former lentement dans la tête de Willy. Il voit
Comme au ralenti, Frida se penchait sur cette barrière de bois. Elle se penche dangereusement de plus en plus. La barrière craque. Un morceau de bois est projeté en l'air. Il se met à tournoyer en descendant le long du précipice. Frida, le corps arc-bouté, une jambe en l'air, reste longtemps suspendue en équilibre, comme un funambule sur son fil. Elle ouvre la bouche pour crier, mais Willy n'entend rien. Il attend qu'elle tombe. C'est long. Tous les mouvements sont ralentis. « Alors, tu viens ?» D'un seul coup, la vision s'estompe dans la tête de Willy. Il regarde sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Elle est là, solide, massive, les 2 pieds chaussés de gros souliers bien plantés sur le sentier, un vrai roc. Willy se redresse, écrase sa cigarette sur le rocher à ses pieds, reprend son ascension en criant simplement « J'arrive! J'arrive !» Le téléphone vient de sonner à la gendarmerie de Loches-les-Bains. Une voix de femme affolée vient de prévenir qu'un accident s'est produit au col de la Gémie et qu'il faut envoyer des secours d'urgence. Une petite caravane, constituée de gendarmes, de volontaires, de secouristes, entame à son tour l'ascension du col de la Gémie jusqu'à l'endroit de l'accident. À 18h, tout le monde se trouve réuni au lieu dit Trink Hall, devant le corps de Madame Frida Lang, désarticulée au fond du précipice. À quelques pas, assis par terre, Willy, la tête dans les mains, est en larmes. Il écoute le médecin lui dire que sa femme est morte, qu'elle n'a probablement pas souffert, qu'il faut la redescendre dans la vallée pour les constatations d'usage. Le corps de Frida, placé sur une civière, est descendu jusqu'à Loches-les-Bains, et la police, avec toutes les précautions nécessaires, interroge le mari effondré. « Vous étiez seuls là-haut, tous les deux ?»« Oui. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas. Elle était devant moi à quelques mètres. Je m'étais arrêté pour fumer une cigarette. J'avais le dos tourné. Tout à coup, j'ai entendu un cri, je me suis précipité, et je l'ai vue. Elle roulait dans les rochers. Je ne pouvais rien faire. J'ai vu son corps rebondir plusieurs fois, puis s'arrêter en bas. J'ai rebroussé chemin. J'ai essayé de l'atteindre par un autre sentier, mais quand je suis arrivé près d'elle, elle était morte. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Rien. Non, rien. J'ai tourné en rond pendant un moment. J'ai appelé au secours. Il n'y avait personne. Enfin, quelqu'un est venu, un ouvrier qui travaillait à quelques centaines de mètres de là. C'est lui qui est descendu prévenir ma belle-sœur et mon beau-frère. Votre femme avait l'habitude de la montagne? Pas beaucoup, mais elle était très sportive et parfaitement capable de faire cette ascension. Elle avait de bonnes chaussures. Elle allait d'ailleurs beaucoup plus vite que moi. Le médecin qui constate le décès ne trouve rien de suspect dans les blessures de Frida. Il délivre un permis d'inhumer et l'on conclut à une mort accidentelle. En effet, des constatations de la police, il résulte que Frida s'est certainement appuyée contre la barrière de protection qui a dû céder. Effectivement, une latte formant cette palissade a été arrachée à l'endroit présumé de la chute. Un petit entrefilet dans les journaux locaux parle de l'imprudence des alpinistes amateurs et Willy rentre chez lui. Jusqu'ici, les circonstances de la mort de Frida Lang ne peuvent en aucun cas éveiller les soupçons de la police. D'ailleurs, le mari semble sincèrement affecté par la mort de sa femme. Il en parle à ses amis, prend soin de son petit garçon de 5 ans, et tout le monde le plaint. Willy va pourtant être la victime d'une première dénonciation au bout de quelques jours, d'une seconde au bout de 2 ans. Et il y a dans cette histoire des personnages que nous ne connaissons pas encore. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, Willy, veuf classique et moyennement inconsolable, est rentré chez lui. Mais il y a dans l'environnement familial 2 personnages dont nous n'avons pas encore parlé pour la bonne raison qu'ils ne s'étaient jusque-là manifestés ni l'un ni l'autre. Lina, la sœur de Frida,
est une femme d'une quarantaine d'années, d'une laideur sympathique et rose, qui pense toujours avoir la bonne solution et la bonne explication à tout. C'est une ménagère hors pair qui estime que l'équilibre d'une femme consiste à faire des enfants, des tartes aux myrtilles et de la gymnastique matinale. Il y a 20 ans de cela, elle a épousé un Eric, qui partage en tout point ses opinions sur la vie. Il est à remarquer toutefois que ce mari conciliant pourrait difficilement faire le contraire, car Lina, sans s'en rendre compte d'ailleurs, passe son temps à lui intimer l'ordre de manger, celui de jouer avec les enfants, d'aller travailler, de se coucher, de se lever, etc., etc. Si bien qu'Éric ne proteste pas lorsque 8 jours après la mort de sa sœur Frida, Lina lui déclare tout de go « Tu vas téléphoner à la police ». Éric ne demande pas pourquoi, parce qu'il sait qu'une fois l'ordre donné, Lina l'explique toujours avec un luxe de détails. Tu vas téléphoner à la police et leur dire que la mort de ma sœur n'est pas normale. Cet accident est bizarre. Willy et Frida se disputaient trop souvent. Oh, elle ne voulait pas l'admettre, mais leur mariage battait de l'aile. Je lui ai bien dit, Frida, ma fille, on n'épouse pas un divorcé. Plat réchauffé n'est pas bon à manger. Elle n'a jamais voulu m'écouter. On ne peut rien reprocher à Willy, remarque. Il a toujours ramené sa paye à la maison. Et après tout, s'il a été cocu, c'est pas de sa faute. Mais amener 2 enfants, tout fait, dans un mariage, ça c'est pas bon. Je sais bien, moi, que Frida était malheureuse. D'ailleurs, elle m'avait dit l'autre jour, je supporte plus cette vie. Faut que j'en finisse. Écoute-moi bien, Eric. Tu vas téléphoner et tu vas leur dire ce que je pense. Alors Eric va téléphoner. Il va dire à la police ce que pense sa femme, Lina, à savoir que ce n'est pas un accident, non, non. Oh, ce n'est pas un meurtre non plus, non. C'est un suicide. Mais Frida ne s'est pas suicidée toute seule, non. On l'a poussée au suicide. Et tout bien considéré, la seule personne qui ait pu détruire à ce point le moral de cette bonne Frida, c'est son mari. Il lui a fait la vie triste, monsieur le commissaire, ajoute Eric, sur l'injonction de sa femme qui tient l'écouteur. Le commissaire a enregistré la conversation. Il convoque ses correspondants, prend note de leurs témoignages et, sur leur demande, entame une enquête sur la vie privée de Willy Lang. Une enquête de routine. Disons qu'il s'agit de savoir si Willy n'a pas de dettes cachées, s'il fréquente les salles de jeu ou les comptoirs, s'il entretient une ou plusieurs danseuses, etc., etc. Mais la vie de Willy Lang est un désert de clarté. 1 ou 2 amendes, pas de dettes, pas de relations suspectes, pas de femmes. On découvre quand même, mais c'est facile, car il ne s'en cache pas, que Willy va toucher le montant d'une assurance vie prise sur la tête de sa femme 5 ans auparavant. Willy avait pris cette assurance en se fiant à une publicité passée dans un quotidien, mais la somme est si minime, 5 000 francs, qu'il n'y a guère lieu de le suspecter d'une machination quelconque. Il reconnaît, par ailleurs, qu'il n'était pas toujours d'accord avec sa femme, mais il ajoute, comme tout le monde. Interrogé, ses collègues de travail ne donnent de lui que des renseignements favorables. Quoique, dit-on, depuis la mort de sa femme, il est un peu taciturne. Mais quoi de plus normal? Ainsi, tous les renseignements recueillis sur Willy ne permettent en aucun cas de le suspecter et le 1er février 1963, l'enquête est suspendue. L'acte suivant, c'est Willy qui le joue tout seul. Il porte plainte. Contre qui? La municipalité de Loche-les-Bains. Il invoque pour cela que la barrière de bois bordant le sentier du col de la Gémie était légèrement pourrie et mal fixée à l'endroit de l'accident. Estimant qu'il a droit à des dommages et intérêts, il s'adresse à la commune et, n'obtenant pas de réaction, s'adresse à un avocat. Ce dernier lui déconseille une telle poursuite et, devant l'insistance de son client, s'étonne. « Mais enfin, monsieur, la prudence la plus élémentaire voulait que votre femme ne s'appuie pas sur cette barrière trop fragile pour être considérée comme autre chose qu'un garde-fou. Personne n'est responsable, croyez-moi. C'était le destin. » Et Willy fera cette réponse étonnante. Le destin n'a rien à voir avec les barrières. Sur le moment, l'avocat n'y prête aucune attention. Comment le pourrait-il? L'affaire ne l'intéresse pas, et puis, cet homme est malheureux, c'est une réflexion en l'air. Personne ne peut savoir ce que veut dire Willy. Et pourtant, il veut dire quelque chose. Seulement, tout le monde se désintéresse de son cas, alors comme tout le monde, Willy classe l'affaire et reprend sa petite vie de fonctionnaire zélé et taciturne. 2 ans vont passer. 2 ans, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage et d'un nouveau coup de téléphone à la police. Le 9 juin 1964.
Ce coup de téléphone, c'est Lina, la sœur de Frida, encore elle, qui va le donner. Mais cette fois, c'est elle qui parle en personne. C'est dire que la chose est beaucoup trop importante cette fois pour qu'elle la confie à son mari. Fidèle à son habitude, c'est un ordre quasiment qu'elle donne à l'inspecteur qui lui répond. « Vous allez vous rendre à telle adresse, à tel numéro. Il y a là une nommée Suzanne Brun qui a été la maîtresse de mon beau-frère. Elle a des révélations importantes à vous faire. » Effectivement, ces révélations sont importantes, bien que tardives. Suzanne Brun ressemble étrangement à Frida, même silhouette un peu massive, même cheveux lisses et blonds, même âge. Elle confirme qu'elle était la maîtresse de Willy à l'époque de l'accident. L'inspecteur s'étonne que la première enquête ne l'ait pas révélée. « J'étais marié, monsieur l'inspecteur, et je ne voyais Willy qu'une fois par semaine, le jeudi, entre 5h et 6h, pendant le goûter des enfants. » « Ah, et vous vous rencontriez où ? » ?»« Dans le jardin public, derrière la cabane du Guignol. » L'inspecteur n'en croit pas ses oreilles. Derrière la cabane du Guignol, tous les jeudis, entre 5 et 6h, voyez-vous ça. Pas étonnant que la police n'y ait pas pensé en tout cas. Mais la suite est beaucoup plus intéressante. Quelques jours avant son départ en vacances, Willy est venu me rejoindre. Ce jour-là, nous avons beaucoup parlé car il n'y avait pas de Guignol. Il m'a demandé si je pouvais lui procurer du poison pour supprimer sa femme. Je lui ai répondu que je voulais certainement pas une chose pareille, alors il m'a dit qu'il se débrouillerait tout seul. Le jeudi suivant, il est revenu, il a tapé sur la poche de son veston, il m'a dit « J'ai ce qu'il faut. » « Qu'est-ce que c'était » demande l'inspecteur. « Je sais pas, je lui ai pas demandé. Il m'a fait ses adieux en disant « Ciao, je reviendrai tout seul. » Sans rire, l'inspecteur, qui prend soigneusement des notes, demande « Il y avait Guignol ce jour-là » ? « Oui, monsieur, » répond le témoin sans sourire. Ensuite, lorsque Willy est rentré seul des vacances, Suzanne, ayant lu un article dans les journaux, l'aurait interrogé. Willy aurait dit tout d'abord « Elle est morte, je suis un criminel ». Puis aurait ajouté « Je n'ai rien fait, je le jure ». Bien entendu, peu convaincu d'une accusation aussi tardive, la police fait déposer Suzanne par écrit, et elle répète mot pour mot sa déclaration, persiste et signe. À la question qu'on lui pose « Mais pourquoi avez-vous attendu aujourd'hui pour en parler ?» Suzanne répond naïvement « Il m'a poussé au divorce, il m'a promis 10 fois le mariage, 10 fois il a repoussé la date. Nous avons rompu hier. » Faut bien reconnaître que rien n'est convaincant dans tout ça, qu'il y a gros à parier que cette femme n'agit que poussée par le dépit et la jalousie. Quand même. D'autre part, la belle-sœur de Willy n'hésite pas à s'associer à l'accusation. Alors, le juge d'instruction rouvre le dossier, lance un mandat d'arrêt contre Willy, qui se laisse arrêter le lendemain, 12 juin 1964. Au cours du premier interrogatoire, il nie, et comme s'y attendait l'inspecteur, affirme que cette femme l'accuse par dépit. La nouvelle instruction risque d'être longue, et les preuves matérielles sont si maigres qu'il est pratiquement sûr que le malheureux Willy, victime d'une dénonciation haineuse, sera mis en liberté provisoire et qu'un non-lieu sera prononcé. Mais Willy est décidément un homme bizarre. Le soir même, alors qu'il passe sa première nuit en cellule, un grand bruit fait accourir le gardien. Willy est allongé par terre, inondé de sang, à moitié étranglé. Étant électricien monteur, il avait réussi sans trop de peine à déloger l'ampoule électrique du grillage qui la protégeait. Il avait cassé l'ampoule et entaillé profondément son poignet à l'aide d'un morceau de verre. Puis, pour compléter sa tentative et voyant qu'il ne mourrait pas assez vite, il avait déchiré la couverture de son lit et confectionné une sorte de lien pour se pendre à l'un des barreaux de sa cellule. Mais le lien avait lâché, Willy était tombé brutalement par terre et le gardien avait entendu le bruit de sa chute. Interrogé à l'hôpital de la prison dans la nuit même, Willy déclara d'abord « Je n'ai jamais eu de chance dans la vie. Jamais. » Et il finit par faire des aveux bien étranges. Frida était debout sur le sentier, juste à l'endroit de la barrière. Je voulais la tuer, c'est vrai. Le matin même, j'avais repéré l'endroit. Le précipice était profond et la barrière était pourrie. Je l'avais même un peu secouée pour m'assurer qu'elle ne tiendrait pas. Frida marchait toujours devant moi. Je pensais que ce serait facile. Je me suis arrêté pour allumer une cigarette. J'avais peur. Elle s'est arrêtée juste à l'endroit qu'il fallait. Elle a même posé sa main sur la barrière. Elle m'attendait. Elle a dit « Alors, tu viens ?»
J'ai écrasé ma cigarette pour avoir les mains libres. Je me suis approché d'elle. Elle ne disait rien, elle me regardait. Je n'avais plus qu'un pas à faire. J'ai levé le pied et j'ai trébuché sur une pierre. Je suis tombé en avant. Je l'ai bousculée sans le faire exprès. La barrière a lâché, elle a crié. Elle est tombée jusqu'en bas. Je n'ai rien fait. Rien. Je suis tombé. Je voulais la tuer, mais je suis tombé. J'ai jamais eu de chance. Condamné à 20 ans de prison pour meurtre avec préméditation, Willy fut en plus accusé de tentative d'escroquerie sur la commune de Loche-les-Bains, car la barrière n'était pour rien dans l'affaire. Willy l'avait bien dit, le destin n'a rien à voir avec les barrières. Mais la triste histoire de Willy ne s'arrête pas là. Le 20 avril 1965, 11 jours après son transfert au pénitencier, Willy fut retrouvé pendu dans sa cellule à un radiateur électrique. Il s'était rempli la bouche d'étoupe pour ne pas crier, s'était entaillé le cou avec une lame de rasoir et avait volé la ficelle pour se pendre à l'atelier d'imprimerie où on l'avait affecté. Cette fois-ci, vraiment, il avait mis toutes les chances de son côté. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.